Et yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan. Désormais, appelez-moi Monsieur le Sincère. Je suis cette personne-là qui ne va pas caresser vos oreilles. En d'autres termes, je ne vais pas vous dire des choses que vous voulez entendre, juste pour que vous puissiez m'aimer. Pour ceux qui n'aiment pas la vérité, ils vont me traiter d'arrogant, mais ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que c'est difficile d'avoir le savoir et puis d'être humble. Je suis comme un premier des classes, quoi. Ouais, non. Alors aujourd'hui, on va parler du permis d'études. Comment l'obtenir? Quels sont les documents à fournir pour maximiser ses chances de l'avoir? Donc dans cette vidéo-là, je vais vous donner la liste des documents à fournir et quelques astuces pour que vous puissiez avoir un dossier cohérent. Parce que c'est ça qui donne le permis d'études, si vous ne savez pas. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure Campus France et Canada tout seul sans passer par une agence si vous êtes autonome et régulier dans les vidéos. Pour les moins autonomes, j'ai mon agence qui peut vous accompagner. Je vais vous mettre le numéro de mon agence en premier commentaire épinglé. Faites un tour sur ma chaîne, regardez mon contenu et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur toutes les vidéos que vous allez voir, à activer la cloche de notification pour être régulier dans les vidéos, à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche là. Et quand tout ça c'est bon, générique, et puis on commence cette vidéo là. De retour. Alors, je parle de permis d'études, d'autres vont me dire, Eddie, mais parle-nous du visa. Donc, je vous dis en même temps, dans tous les coins, vous allez entendre permis d'études dans cette vidéo-là. Comprenez ça comme visa, quoi. Dans votre tête, là, dites-vous que permis d'études, c'est visa. Même si ce n'est pas exactement la même chose. Mais je vais vous expliquer rapidement. Lorsque vous allez faire votre procédure de demande de visa en griffe, et qu'on va vous approuver, on va accepter votre demande, vous allez avoir ce qu'on appelle une lettre d'approbation initiale. On appelle ça encore une lettre d'introduction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui ont étudié votre dossier, les premiers là, ils sont d'accord à ce que vous puissiez rentrer au Canada. Eux, ils sont d'accord avec. C'est pour ça qu'ils donnent ce qu'on appelle une approbation initiale. Donc, ceux qui vous donnent l'approbation initiale, là, c'est eux qui vont cocher le visa. C'est pour vous dire que, ouais, allez au Canada, vous allez terminer votre demande là-bas. Parce que la vraie demande, ça s'est fini au Canada. Donc, quand vous allez arriver au Canada à l'aéroport, les agents d'immigration que vous allez voir là-bas vont vérifier si vous respectez toujours les conditions pour pouvoir entrer au Canada. Et si vous respectez les conditions pour pouvoir entrer au Canada, là, ils vont vous donner maintenant le vrai permis d'études. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand on fait la demande de visa en ligne, là, sur clé GC et tout, là, c'est une demande de permis d'études initiale, si vous voulez. C'est-à-dire que quand ils vont finir d'étudier, la première partie, là, ceux qui vont analyser les premiers, s'ils sont d'accord, c'est eux qui vont vous donner le visa pour que vous puissiez partir trouver ceux qui vont donner la décision définitive à l'aéroport. Donc, Canada, là, si vous avez le visa, ne criez pas vite la victoire. Parce que quand on vous donne votre visa, c'est que vous avez l'approbation initiale. Mais l'approbation définitive, c'est à l'aéroport. Et si arrivé à l'aéroport, vous n'arrivez pas à convaincre l'agent d'immigration qui est là-bas ou qui veut vous causer des problèmes, il va vous ramener dans votre pays. Donc, on peut avoir le visa et puis ne pas entrer au Canada. Vous devez savoir ça. Et j'en connais. J'ai suivi un Béninois, je crois que c'était en 2020, non 2020 ou 2019, là, je ne me rappelle plus. Lui, on a fait sa procédure et tout. Il partait, là, il ne m'a pas dit. Il n'a pas dit à quelqu'un qui partait, il ne m'a pas dit qu'il avait acheté son billet et tout. On a fait sa procédure et tout. C'est lui qui est trop canadien, il s'est levé, paf, il s'en va. Moi, je suis là aux alentours de 4 h du matin ici en France. 4 h du matin, mon téléphone sonne. Parce qu'ils étaient en train de le cuisiner sur des questions qu'il n'arrivait pas à répondre. Donc maintenant, moi, il m'appelle pour que je puisse l'aider. Mais moi, je dormais. Donc, où j'allais me réveiller là, on l'a mis quelque part là-bas. On dit non, on va le rapatrier. On l'a ramené au Bénin. Ça existe. Donc, si vous avez votre visa, fermez votre bouche. Tant que vous ne rentrez pas au Canada là-bas, là, ne dites pas à quelqu'un. Voilà, parce que contrairement aux autres pays comme la France, où quand tu as le visa, tu viens quand tu veux. Au Canada, c'est pas la même chose. Même si tu as ton visa là, on peut te bloquer. Donc, pour avoir votre visa Canada, vous allez devoir résoudre 3 problèmes. Bon, pour certains, ça va être 2 problèmes. Le premier problème, ça va être l'acceptation. C'est-à-dire que vous devrez avoir une lettre d'admission venant d'un établissement d'enseignement désigné. En d'autres termes, venant d'une école qui est reconnue, quoi. On ne prend pas les écoles boutiques là. On ne fait pas ça.
En deuxième position, ça va être le CAQ. C'est le certificat d'acceptation au Québec. Ça, c'est seulement pour ceux qui sont acceptés au Québec. Ceux qui sont acceptés en dehors du Québec, eux, ils n'ont pas le problème avec le CAQ. Là. Ils vont directement au permis d'études. Donc, quand vous finissez avec le CAQ, c'est là maintenant que vous allez arriver à la demande de visa. Et puis, à la demande de visa, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander votre lettre d'admission, c'est-à-dire ce qui prouve que vous êtes accepté. Votre CAQ, si vous êtes accepté au Québec. Et puis, on va vous demander les preuves financières. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entre vous ici. Les preuves financières. Comment prouver qu'on a beaucoup d'argent pour pouvoir étudier au Canada? Déjà, vous devez savoir que pour justifier les preuves financières, ça ne se dit pas, mais je dis ça pour que vous puissiez comprendre. Pour justifier les preuves financières, vous avez deux choix. Soit vous utilisez un garant qui n'est pas obligé d'être de votre famille. Voilà, on vous a dit que le lien de parenté est obligatoire. C'est faux. Ou bien du moins avant, c'était obligatoire. Mais les choses ne sont pas restées comme avant. Maintenant, là, ça évolue. Moi, je vous dis ça parce que j'ai fait procédure des gens et puis je sais. Voilà, les procédures des gens, il y a eu à faire là. Il n'y avait pas lien de parenté entre eux et puis le garant. Mais attention, va falloir un peu expliquer dans la lettre d'explication. Mais ça, je vais arriver dessus. Donc, sortez-vous de la tête cette histoire de lien de parenté obligatoire là. Et puis, arrêtez de créer des liens de parenté entre vous et vos garants quand vous savez que vous avez acheté les papiers. J'ai dit ça dans la vidéo parce que même les agents d'immigration, ils savent que les gens achètent les papiers. Quoi. Pour ne pas t'acheter des papiers avec des gens, on regarde là, il n'y a pas de lien de parenté. Mais vous faites tout pour que le lien apparaisse. Ne créez pas de lien que vous ne pouvez pas justifier. Et puis, c'est ce qui a tué le candidat que j'avais suivi, que je dis, ils ont rapatrié, là, le béninois. C'était la même chose. Il avait pris un garant qui était ici en France. Vous voyez, il a pris le garant et tout. La procédure initiale, ça a marché. Arrivé à l'aéroport, quand eux, ils ont vu qu'il est béninois, il prend un garant qui est en France. Le garant, il était noir. Donc, normalement, ça ne doit pas attirer l'attention. Donc, ils ont vu un garant en France. On lui a demandé, est-ce qu'il connaît le garant? Ça, c'était la première question. Il a dit oui. On lui a demandé, le garant est qui pour lui? Il dit que le garant a été élevé par sa grand-mère. Et que, en quelque sorte, le garant là est un peu comme son grand frère, quoi. Voilà, parce que le garant a été élevé par sa grand-mère. Donc, l'agent d'immigration a regardé la date de naissance du garant en question. Et quand on regarde la date de naissance du garant en question, là, le garant en question, il a presque le même âge que la grand-mère du candidat. Donc, comment quelqu'un qui a carrément le même âge que toi, tu peux l'élever? Donc, l'agent d'immigration a commencé à douter. Voilà, il dit que toi, tu dis ton garant a été élevé par ta grand-mère. Mais quand on regarde là, au niveau des âges, là, c'est relativement la même chose. À moins qu'elle ait commencé à l'élever quand elle avait 15 ans, quoi. Parce que c'est relativement la même chose. Donc, ils ont commencé à douter. Le piétiner des questions, lui aussi, il a paniqué. Et puis bon, ils ont su quoi? Ils ont su que les documents, il avait acheté. Donc, on lui a donné interdiction 5 ans. Il est retourné au pays. Vous voyez? Parce qu'il a voulu créer un lien de parenté qui n'existe pas. Ne créez pas de lien que vous ne pouvez pas justifier. Voilà, les histoires de non, c'est mon oncle, c'est ma tante, évitez. C'est quelqu'un que vous avez pris comme garant. Il y a beaucoup d'arguments que vous pouvez utiliser pour justifier le fait qu'il soit votre garant, mais ne créez pas de lien de parenté où il n'y a pas de lien de parenté. S'il vous plaît. Hein? Sinon, vous allez avoir des problèmes pour rien. Voilà. Donc, vous pouvez avoir, pour justifier la partie financière, vous pouvez avoir un garant qui n'est pas obligé d'être dans votre famille. On va en arriver là dans la lettre d'explication. Ou vous pouvez être vous-même votre propre garant. Je vais commencer par la deuxième option. Dans le cas où vous êtes votre propre garant, on vous demande à vous d'avoir au moins 12 000 $ par an pour vivre et le prix de votre scolarité pour la première année. Donc, si vous voulez savoir combien vous devez mettre dans votre compte pour que ça marche, faites ce calcul-là. 12 000 $ par an pour vivre. Donc, vous mettez 12 000 $ d'abord. Votre scolarité, ça fait combien? Si votre scolarité, ça fait aux alentours de 20 000 $, vous mettez 12 000 $ plus 20 000 $, ce qui fait 32 000 $. Ça peut passer, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ceux qui ont beaucoup plus d'argent, vu que le permis d'études en général, ça dure 3 ans, vous pouvez faire les 32 000 $ là, multipliés par 3. Voilà, pour ceux qui ont beaucoup plus d'argent. Ou bien vous pouvez mettre un peu plus que ça. Mais c'est vraiment le minimum pour que ça passe. J'ai dit 32 000 $ là, c'est exemple. J'ai dit pour vivre là, ce qui est normal, qui a été fixé par l'immigration et tout.
pour vivre au Canada, vous devez avoir au moins 12 000 $ par an. Ça, c'est vrai, c'est ce que l'immigration dit. Maintenant, les 12 000 $ là, quand vous allez mettre sur votre compte, n'oubliez pas d'ajouter également le prix de votre scolarité. Le prix de votre scolarité, si c'est 10 000 $, vous ajoutez 10 000 $ sur votre compte, ça vous fera 22 000 $. Donc, on a votre nourriture pour un an et votre scolarité. Si votre scolarité fait 20 000 ou bien 30 000 $, vous ajoutez votre 30 000 $ plus les 12 000 $ dont l'immigration a besoin pour prouver que vous pouvez manger pendant un an. Là. Vous ajoutez. Vous voyez, donc c'est toujours minimum 12 000 $ plus scolarité. Fonctionnez comme ça. Ceux qui vont ouvrir des comptes en leur nom, c'est comme ça que c'est simple quoi. 12 000 $ plus scolarité. Maintenant, si vous pouvez mettre plus que ça, mettez. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui vont utiliser des garants, pour vous, ça va être pareil. Voilà, c'est-à-dire que les revenus du garant, bon, c'est pas tout à fait pareil, je vais expliquer. Les revenus du garant, quand on prend ça sur un an, si par exemple, il est payé à 1 million de francs CFA par an, quand on prend ça sur un an, et puis accumulé à ce qu'il a dans son compte bancaire, ça doit pouvoir faire au moins 12 000 $ plus votre scolarité. Mais lui, il ne peut pas se limiter à ça s'il est votre garant. Parce que quand il va vous envoyer l'argent, lui, il doit vivre après. Donc, quand il va prendre les 12 000 $ plus votre scolarité qui fait par exemple 20 000 $, en tout ça fait 32 000 $. Donc, il doit avoir minimum 32 000 $ sur son compte, sans oublier le fait qu'il doit lui rester assez d'argent pour se nourrir lui-même après. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si il vous prend en charge et qu'il a les 32 000 $ juste parce que votre scolarité fait 20 000 et que vous avez besoin de 12 000 $ pour pouvoir vivre l'année, s'il n'a que ça et puis il vous envoie tous les 32 000 $ là, lui il mange quoi après? Donc effectivement, vous allez avoir un refus. Donc si vous avez des garants, faites en sorte d'avoir beaucoup plus d'argent que ceux qui vont prendre leur propre compte pour aller au visa. Voilà. Si vous avez un garant, vous ne pouvez pas juste vous contenter de 12 000 $ plus votre scolarité. Votre garant doit toucher au moins le double pour que quand il va vous envoyer ça, la moitié qui va rester là, lui-même, il pourra prendre pour pouvoir manger après. C'est logique, non? Voilà. Maintenant, la chose qui vous tue le plus, que vous ne savez pas, c'est ça, c'est la lettre d'explication. C'est facultatif, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais moi je trouve ça très important parce que vous pouvez expliquer dans la lettre d'explication quelque chose, une zone d'ombre sur votre dossier. Je vais prendre un exemple simple, ce que les gens font, et puis arrêtez d'acheter les garants commerçants. Là. Oh, on connaît trop ça. Les garants commerçants, on connaît. Hein? Tout ça, là, ils connaissent maintenant. Vous ne pouvez pas acheter les garants commerçants, vous remplissez le compte là comme ce n'est pas possible. Là. Arrêtez ça. Je vais prendre un exemple simple, vous allez voir. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a commencé à travailler en 2010. On est en 2022, ça fait 12 ans qu'il travaille. On est d'accord, hein? Voilà, il a commencé à travailler en 2010. Et puis, sur ses relevés bancaires, là, on voit que le gars, il a environ 1 milliard de francs CFA sur son compte bancaire. J'utilise le franc CFA, vous faites la conversion dans votre monnaie locale. Parce qu'en euros, ça fait trop. Donc, je ne sais pas combien il a converti, quoi. Calcul rapide, ça, là, ça me fatigue. Donc, il a environ 1 milliard sur son compte bancaire. Il travaille, ça fait 12 ans, je vous le rappelle. On va prendre le cas où ce garant-là, qui a 1 milliard sur son compte bancaire, qui est payé à environ 1 300 000 francs par mois, qui travaille, ça fait 12 ans. Regardez, il a commencé à travailler en 2010. Il est payé à 1 200 ou bien 1 500 000 même, 1 500 000 par mois. Il a commencé à travailler en 2010. Quand on prend de janvier à octobre 2010, ça fait 10 mois. Donc, on va dire que dans l'année 2010, là, vu que lui-même il est payé à 1 500 000 francs CFA, si on prend les 10 mois, ça fait que de janvier à octobre, il a gagné environ 15 millions. On est d'accord? Donc, si on veut prendre ça sur un an c'est 12 mois. Donc, on va dire 1,5 million là, fois 12. On va dire que dans l'année, votre garant qui a 1 milliard sur son compte là, dans l'année, il a un salaire de 18 millions. Dans l'année, parce qu'il est payé à 1 500 000 francs par mois. Donc, quand on prend dans l'année, il a un salaire de 18 millions. Et si on prend 18 millions par an, de 2010 à 2020, on va multiplier par 10 tout simplement. Donc, 18 millions fois 10 jusqu'en 2020, ça fait 180 millions. Donc, vu que là, on est en 2022, on va ajouter encore peut-être 36 millions dessus. On va dire que de 2010 à 2022, votre garant là,
son salaire qu'il a pu avoir en 12 ans, c'est aux alentours de 216 millions. Ça, c'est son salaire. C'est son salaire encore même quand il n'a rien touché dessus. Hein. Voilà, donc quelqu'un de 2010 à 2022, quand on calcule son salaire global, il est aux alentours de 216 millions. Comment il peut avoir 1 milliard dans son compte? Si vous m'avez suivi, vous allez comprendre. Comment? De 2010 à 2022, quand on prend son salaire de 2010 à 2022, vu qu'il est payé à 1 500 000 francs par mois, de 2010 à 2022, ça fait environ 216 millions de francs CFA. Ce garant-là ne peut pas avoir 1 milliard dans son compte, ce n'est pas possible. Parce que là encore, le calcul que j'ai eu à faire, là, c'est un calcul où il ne touche même pas son salaire. Mais ce n'est pas possible que quelqu'un qui travaille ne touche pas son salaire. Donc normalement, ce qui est logique, c'est qu'il puisse avoir moins de 216 millions dans son compte. Mais quand on voit que quelqu'un qui a travaillé 12 ans, on calcule son salaire sur les 12 ans, ça fait 216 millions. Et puis on voit dans son compte, il a 1 milliard, on se pose des questions. Donc c'est là que vous allez voir, on va vous donner des motifs bêtes, des refus. Donc c'est à vous d'expliquer dans votre lettre d'explication pourquoi il a 1 milliard sur son compte. Alors que quand on calcule ses revenus en vrai, ça ne peut pas atteindre 1 milliard sur les 12 ans. Donc, c'est à vous d'expliquer. Donc, dans la lettre, par exemple, vous pourrez dire que non, il a d'autres activités comme, je ne sais pas, des maisons qu'il met en location, il investit dans le pétrole ou bien il est trader, ce genre de choses. Ça, c'est à vous d'expliquer parce que les agents d'immigration, quand eux, ils vont finir de déduire, comme j'ai eu à déduire, là, ils ne vont pas venir vous appeler pour dire, oui, monsieur, quand on calcule le salaire de votre garant sur les 12 ans, c'est-à-dire depuis qu'il a commencé à travailler, quand on calcule, on voit qu'il a gagné 216 millions de francs CFA, mais sur son compte bancaire, on voit qu'il a 1 milliard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a fait pour avoir les 1 milliard? Eux, ils ne vont jamais vous appeler pour vous dire ça. C'est à vous de justifier. C'est à vous de justifier. Et c'est ce qui fait que ceux qui vont gonfler les comptes là, ça ne marche pas. Généralement, ça ne marche pas. Parce que même quand ils gonflent les comptes, ils ne font pas ça de façon intelligente. Vous voyez? Et puis même si vous utilisez aussi votre compte bancaire, il est bien de pouvoir justifier la provenance. Voilà, par exemple, vous avez une petite activité qui vous a rapporté peut-être 15 millions l'année et que vous avez des petites attestations de travail ou bien un registre de commerce qui peut le prouver, vous ajoutez, il n'y a pas de problème. De plus, si vous-même, vous avez votre activité actuellement qui est déclarée et tout, qui vous génère des revenus, ça peut jouer en votre faveur parce que ça va vous éviter les trucs du genre, on vous soupçonne de vouloir rester au Canada là. Ça va vous éviter ça. Donc déjà, ça peut jouer en votre faveur. Mais déclarer, je ne sais pas comment je vais dire, expliquer toujours les revenus. Voilà, détailler, prouver toujours la provenance de l'argent qu'il y a sur les comptes. Si il y a l'argent sur votre compte et que vous partez déposer un compte où vous avez 20 millions dessus, mais on ne voit aucune trace d'activité qui vous rapporte autant, on va vous refuser. Parce que ça vient d'où l'argent là? Et ils ne vont pas deviner à votre place. Donc si vous avez un compte où il y a 20 millions dessus, c'est à vous de montrer par exemple attestation de travail, que vous avez des maisons, que vous avez mis en location, ce genre de choses-là. Vous pouvez mettre tout ça et puis dans une lettre, vous expliquez. Donc la lettre d'explication, elle est très importante. Ce que la vidéo aujourd'hui, là, c'est trop mathématique. Vous n'allez pas, plein ne vont pas comprendre, mais si vous êtes concentré, vous allez comprendre. Donc la lettre d'explication va vous permettre d'expliquer toutes les zones d'ombre. Parce que quelqu'un qui a payé à 1 500 000 en 12 ans ne peut pas avoir 1 milliard sur son compte. Donc c'est à vous d'expliquer pourquoi il a ça. Vous voyez, non? Voilà, donc ça peut jouer en votre faveur. Dans une prochaine vidéo, je crois que là je suis carrément à 20 minutes, si je ne me trompe pas. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire les lettres d'explication. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis regardez la vidéo là encore plusieurs fois. Pour ceux qui ne sont pas trop forts en mathématiques, là, regardez encore, vous allez comprendre ce que je disais. Hein? C'est bon? Donc on s'attrape une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.